le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de start-up inspirants dans des lieux inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Vous l'entendez peut-être derrière moi, je suis sur les bords de la Garonne pour évoquer notamment l'ODD 7 de l'ONU, énergie propre et d'un coût abordable avec mon invité. Je suis plus précisément au pied de la centrale hydroélectrique de Toulouse, de l'EDF, Bazacle. Quoi de mieux pour parler de ce sujet que de se retrouver ici. Aujourd'hui, c'est Benoît Villecaud, directeur général et fondateur de Capitol Énergie, qui est avec moi. Et justement, le voici. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, avant de parler de la belle aventure de Capitol Énergie, parlons un peu de vous. Quel est votre parcours, votre âge, ce que vous aimez dans la vie ? Alors j'ai 40 ans, j'ai un parcours un peu, on va dire, éclectique, j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé par des études professionnelles dans la maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Après je suis rapidement allé vers le commerce international et la finance de marché. Et à la fin, l'expérience dans l'énergie a été ma dernière expérience en tant qu'étudiant et ça a donné le ton de la suite de ma carrière. Alors la suite de votre carrière, c'est en 2017, vous lancez avec Pierre-Jean Hors Capitol Énergie. Donc, quelle est l'ambition de votre start-up lorsque vous la lancez ? C'est de rendre accessibles les énergies renouvelables et rendre le coût de l'énergie, électricité, gaz, le moins cher possible, en faisant profiter l'essor des fournisseurs alternatifs d'énergie au plus grand nombre. D'où est venue l'idée ? C'était une idée commune à tous les deux ? C'est une idée commune. Avec Pierre-Jean, on se connaît depuis plus de 10 ans. On travaillait pas très loin. On était voisins à Paris. Lui travaillait à la Société Générale, moi à Engie Global Market, la salle de trading du groupe Engie. Et puis on était sur des desks complémentaires. Donc on s'est retrouvés après aux Pays-Bas pour travailler ensemble. On s'est retrouvés après au fur et à mesure de nos expériences professionnelles. Au début de l'ouverture des marchés au segment PME-PMI. Donc il y a eu quelques courtiers qui ont implémenté. Et donc on a voulu lancer cette activité à notre image sur justement le service à la personne, le service aux chefs d'entreprise. On y a voulu apporter notre expérience des marchés de gros, de l'énergie, notre expérience de finance de marché qui nous est propre. Vous parlez d'accès au plus grand nombre, mais qui sont exactement vos clients ? Toutes les entreprises, privées, publiques, les secteurs tertiaires, industriels, agricoles. Et donc vous avez 3 pôles d'expertise, si je comprends bien, le courtage, l'optimisation et la transition énergétique, c'est ça ? Oui, on fait le courtage, le conseil, dans lequel il y a le conseil en stratégie d'achat pour l'énergie. Il y a la partie décret tertiaire et ensuite il y a la data management. Et ensuite il y a la partie origination, accès marché pour les énergies renouvelables, donc tout ce qui peut être garantie d'origine, compensation carbone liée aux énergies renouvelables. Et c'était votre volonté dès le début ou ça a été boosté par la crise énergétique ? C'est un peu étoffé. En fait, on se rend compte que le métier de courtier, au fur et à mesure, il prend déjà de l'ampleur. Les clients sont de plus en plus alertes sur le sujet du courtage en énergie. Et on se rend compte qu'on est une porte d'entrée pour toutes ces questions un peu transverses à l'énergie. On est une sorte vraiment de point d'entrée pour tout ce qui peut toucher aux économies d'énergie, puisque souvent on se rend compte que les clients, les chefs d'entreprise ne savent pas par où commencer. On commence forcément en général par sa facture d'énergie. Et on voit qu'une fois que c'est traité, on se dit mais j'aimerais bien pouvoir traiter la partie gestion patrimoniale de mon parc de compteurs, où j'aimerais faire de l'effacement, de l'autoconsommation. Et en fait, naturellement, on arrive à étoffer nos services. Mais on garde toujours en tête de rendre ce service très parlant, très pragmatique. Nous ne sommes pas un bureau d'études. On agit vraiment sur l'aspect financier des factures, donc il faut que ça soit parlant pour nous, mais évidemment à nos interlocuteurs. Alors parlons justement finance et revenons à vos débuts. Comment vous vous y êtes pris ? On n'a fait aucun financement. On a commencé avec nos fonds propres et on a toujours été en fonds propres. On n'a pas levé d'argent, ça n'a pas été dans l'ambition dès le départ de nos personnalités. C'est une activité aujourd'hui qui fonctionne bien parce qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour les chefs d'entreprise de renégocier leurs factures, optimiser leur site. On a été lauréat du Pass Innovation Occitanie avec la région en 2019. Donc on a eu une aide financière de 20 000 € pour lancer un projet d'innovation sur la gestion de nos contrats. C'était très intéressant, ça nous a été très utile. On était contents de collaborer avec la région et on a estimé que c'était suffisant en fait, pour nous. On n'avait pas besoin d'une amorce supplémentaire. Vous parlez de l'intérêt de vos clients pour votre solution. Justement, ils ont été faciles à convaincre ? Oui.
Oui, très. L'innovation, c'est une innovation de service, puisque l'innovation, avant, on parlait beaucoup des fournisseurs historiques, et on se rend compte que le marché français est un peu en retard dans son développement par rapport au marché anglo-saxon, allemand, sur même d'autres pays européens, par rapport à l'ampleur ou au nombre de fournisseurs qu'il peut avoir dans un pays. Nous, on en reste encore très limité. Et donc, ils ne sont pas attachés à un fournisseur. Alors, c'est ni mal ni mauvais, mais ils sont surtout intéressés pour se dire, il y a d'autres fournisseurs, qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir en tant que service? Et ça arrive justement sur l'innovation qu'apporte Capital Énergie et le facteur différenciant, puisque par l'intermédiaire de ces fournisseurs d'énergie alternatifs, on arrive à leur faire profiter des structurations dont pouvaient profiter avant les gros clients industriels, ou les clients qui étaient directement sur les accès marchés, sur des tailles plus petites. Donc l'intérêt de changer, c'était évidemment à la base un aspect très financier, mais on voit qu'en fait dans la structuration des contrats, il y a des fournisseurs qui sont plus ou moins bons et agressifs dans leur structuration de contrats en fonction des cibles. Parce qu'il y en a qui sont très bons avec les industriels, d'autres avec le secteur tertiaire, d'autres avec le secteur agricole. Donc on a intérêt à donner de la visibilité sur ce marché assez opaque finalement pour des nouvelles entreprises, et ils sont très intéressés de savoir qu'ils peuvent travailler cette structuration-là avec d'autres entreprises. Ok, donc on comprend bien que ça a été facile de les convaincre, quelle chance, je vous avouerai. Est-ce qu'il y a des clés particulières pour persuader vos clients de vous suivre ? Surtout, au-delà de nos propres arguments, on a été en mesure de montrer les avantages qu'on avait pu réaliser pour nos clients précédents. Et forcément, c'est un peu un cercle vertueux, puisque la confiance qu'ils peuvent avoir, c'est évidemment dans notre parcours, peut-être dans ce qu'on représente avec mon associé, dans la connaissance marché, mais aussi avec nos collaborateurs. Et les arguments, après, il faut que ça soit pragmatique. Donc, il y a surtout un aspect très financier. Donc, les chiffres, c'est un avantage d'éviter de trop philosopher. Et en parlant de chiffres, justement, ils ont cru en vous, en tout cas ces clients, puisque très rapidement, votre activité a, on peut le dire, explosé, avec une croissance de 920,71% entre 2018 et 2021, selon les chiffres, les Eco-Weekend et Statista, c'est bien ça ? Ouais, c'est super. On est très fiers, on est très contents de se rendre utile pour toutes les entreprises de France métropolitaine. On pourrait le faire ailleurs, c'est des métiers qui peuvent facilement s'exporter à l'étranger, parce que souvent, il y a des entreprises industrielles ou d'autres types d'entreprises qui ont des sièges ou des établissements en dehors de la France. Mais oui, on est très contents parce qu'on se sent utile, et puis ça a donné malheureusement avec la crise et la guerre en Ukraine un coup d'accélérateur et de projecteur sur notre métier, et surtout sur la nécessité de la gestion des risques financiers par rapport aux contrats d'énergie. Ça a été beaucoup sous-estimé. Et oui, effectivement. Et alors du coup, comment vous avez passé ce cap ? Est-ce que c'est facile de rester serein ? Parce que là, vous avez l'air serein, mais quand même. Serein, alors si c'est en termes d'entrepreneuriat, du parcours entrepreneurial, je pense qu'on est tous à peu près inégaux par rapport à ça. On a chacun notre sensibilité, d'où l'intérêt de savoir s'entourer, aussi bien parfois en titre perso, la famille, les associés. Avec Pierre-Jean, on est très complémentaires, donc ce qui fait que l'anxiété de l'un du futur peut aussi être compensée par la rapidité d'exécution ou le très court terme pour l'autre. Donc c'est aussi une complémentarité. Donc serein, je pense que tout est relatif. Mais après, sur la volatilité des prix de marché, on n'est sûr de rien. Ce qui s'est passé, ça a été un gros coup de pied dans la fourmilière. C'était une période sur laquelle on a pu rendre service aux entreprises et être force de proposition. Mais d'un point de vue activité, il y a eu quand même une réduction très importante du nombre de fournisseurs participants. Il y a eu une liquidité. Liquidité, c'est le nombre d'échanges ou de transactions qui peuvent être réalisées. Ça a été réduit énormément, puisque finalement, tous les fournisseurs étaient assez frileux de pouvoir rendre des offres. Les problématiques de couverture par rapport à ces achats-là étaient remis en compte. Donc oui, c'était du stress. J'imagine, mais en tout cas, pour bien s'entourer, il faut une équipe. Vous êtes combien chez Capital Énergie ? Nous sommes 25. Ce sera plus de 30 l'année prochaine. À quel poste exactement ? Alors essentiellement sur les postes de front office, ce qui peut être les métiers du pricing, vente, tout ce qui peut être aussi structuration d'offres, grands comptes, consultants. Mais on cherche aussi des gens sur le support, des collaborateurs sur la partie IT, puisque la partie innovation digitale, c'est aussi un facteur de développement de Capital Énergie, puisqu'on a été en mesure de développer et de digitaliser une activité quand même nouvelle. Donc on recherche des personnes sur toute la partie IT, informatique, CRM. Benoît, en quoi vous et votre équipe vous sentez acteurs de l'ODD 7 de l'ONU, que je le rappelle, énergie propre et d'un coût abordable ?
Nous, on essaye de rendre nos solutions très pragmatiques. Il faut que ça soit parlant pour le plus grand nombre. Donc, encore une fois, on n'est pas dans l'aspect très technique, puisque nous ne sommes pas un bureau d'études, mais ça reste toutefois technique sur l'aspect financier. Donc nous, dans le fait de rendre l'énergie abordable, elle se traduit directement par un impact financier du budget. On sait quantifier le budget nouveau, ancien, donner des perspectives d'évolution de ce budget, et on sait l'encadrer par des solutions justement de courtage ou de conseil en stratégie d'achat, puisqu'on arrive sur des prix de plus en plus structurés, qui impliquent une gestion plus dynamique. Donc c'est ça aussi notre force. Et c'est parlant, puisqu'à la fin, on est censé travailler à l'amélioration du budget. Sur rendre l'énergie abordable et propre, c'est parfois complémentaire. Ça peut être deux briques travaillées individuellement. Et sur la partie énergie propre, donc on source des garanties d'origine. Aujourd'hui, ce sont des certificats papier qui peuvent s'échanger, qui sont fongibles en Europe. Mais notre intérêt pour nous, c'est de travailler ces certificats en France, basés sur des productions françaises, pour donner aussi de l'importance aux petites productions, aux nouvelles productions françaises, donner la possibilité aux entreprises de contribuer au renouvellement du parc énergétique en France. C'est des solutions abordables, concrètes. On fait du courtage, donc on compare ces certificats-là pour sourcer la meilleure localisation en fonction des envies des uns et des autres. Et forcément, travailler ce coût financier en euros du mégawattheure, toujours. Donc on joint l'utile à l'agréable quelque part. Et est-ce que c'est ce qui fait la différence avec vos concurrents, puisque vous êtes dans un secteur quand même très très concurrentiel avec la crise énergétique? Chez Capital Energy, nous avons un ADN marché qui nous est propre, puisqu'avec mon associé, on est deux anciens du monde de la finance de marché. Et donc ce sont des prix qui sont de base sur les marchés de gros, des prix mouvants, qui bougent tous les jours, qui sont donc des prix volatiles. Et donc on arrive à avoir cet ADN de la structuration marché, grand compte, et qu'on essaye de donner accès aux petites entreprises. Donc c'est notre force aujourd'hui, puisqu'on arrive à vulgariser et rendre accessibles ces solutions structurées, issues du monde de grands comptes, à des entreprises plus petites. Donc ça, c'est notre force. Est-ce que vous envisagiez en 2017, lorsque vous avez lancé Capital Energy, d'en être là où vous en êtes 6 ans plus tard ? On a envie de se dire oui, et forcément on a toujours cette part de rêve en nous, puisque quand on y va, on veut y aller franchement. Au départ, il y a le fait déjà de pouvoir vivre de cette activité et de le faire bien. Donc au départ, on est très focus court terme, mais quand on se lance dans une activité comme celle-ci, surtout quand on envisage de recruter, on est obligé d'avoir une vision, et forcément, qui dit vision, de se projeter sur le long terme. Dans les complémentarités avec les associés, il y a parfois des personnes qui pensent plus au court terme. Moi, j'étais plus sur le long terme. Donc je me suis rapidement projeté dans le fait de devenir une société déjà à impact, pour ce que ça veut dire à tous les sens du terme, mais aussi d'avoir un développement important. Donc de pouvoir travailler avec des collaborateurs sur toute la France, de faire travailler toutes les lignes d'équipe, d'envisager un développement à l'international. Donc au fond de moi, oui, mais sur les premières années, on essaye d'être encore une fois très concret. Et c'est une sacrée évolution de carrure aussi de chef d'entreprise. C'est facile ça à faire? Je dirais pas que c'est facile, mais on s'adapte. Et le plus important, je pense que c'est de tenir. Je fais beaucoup l'analogie avec un peu le président de la République, un Premier ministre en tant qu'associé, parce que c'est souvent la clé de voûte du développement d'une entreprise. On a beaucoup d'histoires similaires d'associés qui se séparent très rapidement pour des divergences. Le fait de pouvoir rester aligné, de pouvoir parler, cette complémentarité, ça, je suis assez fier, et de pouvoir tenir, malgré tout, d'avoir un objectif commun. Voilà, on ne le voit pas venir, mais au fond de nous, quand même, il y a toujours ce point qui nous rallie dans le développement. Vous avez un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans une start-up actrice pour une énergie propre et d'un coût abordable? Je garderai ces deux éléments, celle de rêver et de croire en son projet et de se lancer, parce qu'on est quand même à un tournant aujourd'hui de la transition écologique, énergétique. Bien sûr, garder en tête, puisque ça reste une activité de service privé, donc il faut pouvoir la rendre rentable. Il faut que ça soit gérable à titre individuel ou collectif, mais rapidement. En fait. Donc pour ceux qui souhaitent se lancer, il faut garder en tête, il faut travailler, je pense, à théorie de business plan. Et après chercher les aides qui existent, c'est pas mauvais, hein, c'est bien si ça existe et que c'est nécessaire pour lancer une activité plus innovante encore. Donc pour ceux qui se lancent dans l'innovation technologique, là évidemment tout ce qui est R&D, on ne peut pas se lancer comme ça, il faut pouvoir être entouré et le nerf de la guerre c'est l'argent. Et oui, effectivement. Et avant de se quitter, Benoît, pour terminer, dans 10, on parle donc de 10 objectifs de développement durable fixés par l'ONU avec 10 startups. Et 10 sur les terrains de foot ou en rugby, ce sont également les meneurs de jeu. Alors j'ai une question toute simple pour vous. Quel numéro 10 vous inspire ?
Alors sur le numéro 10, j'aime beaucoup le foot. Par contre, les valeurs du foot sont peut-être un peu moins celles qui me ressemblent. J'ai du mal à suivre, à idéaliser quelqu'un ou prendre quelqu'un en exemple de personnes connues. Je suis plus attentif aux personnes du quotidien, à des gens qui sont numéro 10 de manière anonyme. Ça paraît bateau, mais finalement, quand on est célèbre, ça reste de l'image publique. Là, au quotidien, on peut s'inscrire dans des associations, s'inscrire au quotidien auprès d'organismes sociaux qui aident à travailler avec nos prochains. Donc ça, c'est plus des gens qui m'inspirent, on va dire. C'est numéro 10 anonyme. Eh bien voilà, un beau numéro 10 et voilà surtout qui conclut ce podcast. Benoît, merci beaucoup à vous pour ce retour d'expérience et bravo pour votre vision positive du monde qui permet de favoriser une énergie propre et d'un coût abordable. C'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et rendez-vous le 10 du mois prochain. Bonne journée à tous et à bientôt. 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse.